Heureux de vous retrouver pour une demi-heure pour l'échiquier international du jour très attendu. Finalement, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté sa première résolution pour un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Les États-Unis se sont, comme accoutumé, abstenus. On va parler de Gaza. Mais d'un autre point de vue, la philosophe Hannah Arendt avait travaillé sur les systèmes totalitaires en général en se posant la question comment des hommes éduqués, parfois de bonne famille, aisés, et pourtant qui seraient happés par un système politique ou un ordre donné les incitant à s'adonner aux crimes de masse, lequel, et au fil des jours, deviendrait habitude ou habitus, selon la terminologie sociologique. À travers son livre « Les origines du totalitarisme » et surtout « Eichmann à Jérusalem », Arendt avait photographié une époque en tentant de cerner le phénomène qui est la banalisation du mal. Elle pensait, elle, surtout au stalinisme et au nazisme. Son époque n'en était pas très loin, en effet. Et si le travail de Arendt devait s'actualiser avec le massacre, voire le génocide dont sont victimes les Razaouis? On en parle avec notre invité du jour et c'est tout de suite. Banalisation du mal, déni, déshumanisation et osons le mot, ou plutôt forçons le mot espoir, toujours, il le faut bien entendu. Et c'est donc avec vous qu'on en parle. Eyal Sévan, bonsoir. Bonsoir. Un réel plaisir de vous recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation. Alors, vous êtes cinéaste, producteur, essayiste, professeur aussi d'université, chercheur et surtout militant. Et vous êtes de Haïfa. Tout d'abord, un commentaire sur l'actualité. Un cessez-le-feu vient d'être adopté au Conseil de sécurité après 5 mois de massacres et de bombardements. Un appel plusieurs fois bloqué, mais l'ONU obtient enfin une résolution de cessez-le-feu grâce aux efforts de plusieurs pays, dont l'Algérie. Un commentaire de prime abord. D'abord, il faut se féliciter qu'enfin, après 6 mois, le Conseil de sécurité des Nations Unies vote et appelle à un cessez-le-feu immédiat. Ça, c'est un. Deuxièmement, qu'on a vu quelque chose de nouveau qui est les Nations Unies, première partenaire, pour ne pas dire complice de l'État d'Israël, qui s'abstient lors de ce vote et qui n'impose pas les vétos, c'est-à-dire il ne bloque pas la résolution. Et en même temps, il faut mettre un bémol, l'État d'Israël a une longue tradition de bafouement du droit international, de non-application des résolutions de l'ONU, et l'ONU a une longue tradition de ne pas imposer à Israël des sanctions, ni d'appliquer de façon proactive ses propres résolutions. Nous espérons, sans illusion, que cette fois-ci, ça sera différent. Alors, je le disais en introduction, vous êtes cinéaste, vous avez réalisé un long métrage en 2012, État commun, conversation potentielle, qui est un long métrage documentaire où vous évoquiez une Palestine commune, en paix, où à travers des ruines, des enfants de toutes les religions en sortiraient pour bâtir un monde commun. Alors, avec les événements du moment qui traversent Gaza et même la Palestine, on vous traiterait aujourd'hui gentiment de doux rêveur, non ? D'abord, il manque de doux rêveurs, parce qu'il y a de forts cauchemars, des gens qui font des cauchemars, donc il vaut mieux de doux rêveurs en ce moment. Et deuxièmement, pourquoi il s'agissait d'un rêve? Moi, je pense que les doux rêveurs, c'est ceux qui pensent qu'il va y avoir 2 États. C'est ceux qui pensent que la solution pour la question de la Palestine, depuis déjà les débuts du XXe siècle, c'est la partition de la Palestine. Je pense, d'une certaine manière, qu'il faut se rappeler une chose. Juifs et Arabes, Palestiniens et Israéliens n'ont que 2 choix, soit vivre ensemble, soit mourir ensemble. Et tous les processus que nous avons vus depuis la partition de la Palestine par la résolution 181 des Nations Unies jusqu'aux accords d'Oslo n'étaient que de processus qui ont créé des divisions et qui ont permis en réalité l'éloignement des communautés dans cette grande Palestine. Les projets de l'Organisation de libération de la Palestine de 1970, c'est-à-dire les projets d'un État démocratique laïque, étaient un projet d'intégration. Il englobait en lui l'idée d'une démocratie pour tout le monde. Aujourd'hui, il n'y a qu'un État qui dirige toute la Palestine. Je dirais plus, il y a un État qui occupe et colonise toute la Palestine, c'est l'État d'Israël.
Je pense que ce qui a permis la déshumanisation des Palestiniens aux yeux des Israéliens, ce qui a permis la déshumanisation de certains Israéliens aux yeux de certains Palestiniens, c'est justement ces processus terrifiants qui étaient les processus d'éloignement, de séparation de deux sociétés. Et si nous voulons réparer, si nous voulons sortir de l'état d'apartheid, la question qui se pose, c'est comment démocratiser l'espace qui est Palestine, Israël, toute la Palestine une, unique et non divisible, dans laquelle il va avoir des droits et d'égalité à tout le monde, y compris aux minorités, même si c'est les Juifs. Et Sylvain, il y a un sondage qui a été donné par le journal Haaretz il y a 3 semaines, je crois. 72% des Israéliens ne veulent pas d'État palestinien, même démilitarisé. Il y a 29 ans, cela semble lointain, voire un événement qui n'a jamais existé quand on voit, ce qui se passe actuellement. Il y a quelque chose qui se nommait à l'époque les accords de paix d'Oslo, pourtant portés également par beaucoup de Juifs de par le monde. On se rappelle de cette place où le ministre Isaac Shamir, entouré d'une foule qui scandait Shalom. Ce courant a-t-il vraiment existé quand on voit aujourd'hui les déclarations de Benny Gantz, Netanyahou, Yoav Gallant ou Ben Gvir? Les processus qu'on appelle des processus de paix, celui-là qui a commencé dans les années 90, avec la reconnaissance par l'Organisation de libération de la Palestine, de l'existence de l'État d'Israël, les compromis historiques qui étaient acceptés par le président Yasser Arafat à l'époque, qui étaient acceptés l'existence de l'État d'Israël, étaient vus par les camps, ce qu'on appelle les camps de la paix israéliens, et je dis entre guillemets, les camps de la paix israéliens étaient vus comme une occasion de pouvoir se débarrasser d'une partie des Palestiniens. Il ne s'agissait jamais, aux yeux même des camps de la paix israéliens, de vraiment penser à un territoire dans lequel on vit dans l'égalité. C'est-à-dire, il faut savoir que dans la pensée sioniste, y compris la pensée sioniste de gauche, ce qui prime, c'est une pensée démographique, c'est-à-dire qui est majorité, qui est minorité. Et ça, ce n'est pas une notion politique, je suis désolé, ça c'est une notion raciste. C'est justement le processus de paix d'Oslo, dit de paix d'Oslo, qui a créé la politique de séparation. C'est à la suite des processus de paix d'Oslo que le monde a permis à Israël d'ériger les murs de séparation. C'est le processus d'Oslo qui a permis de boucler, d'encercler la bande de Gaza. C'est ça le processus de paix. C'est un processus de séparation, de renforcement de la colonisation et de l'état d'apartheid. Je pense que ça nous apprend qu'il faut sortir de tout processus qui est processus de séparation et de division. La question, est-ce que la société israélienne veut ou ne veut pas la paix, est une question d'intérêt. En réalité, on a vu que les Israéliens n'ont pas intérêt qu'il y aura la paix. Jusqu'au 6 octobre, 7 octobre, de point de vue de la société israélienne vivait dans une paix. La paix pour les Israéliens, c'est un état de non-guerre. Mais ça, c'est pas la paix. Ça, c'est pas la paix. La paix englobe des droits communs à tout le monde, englobe une égalité commune, la volonté de vivre ensemble. La paix ne va pas se faire grâce ou à cause des camps de la paix israéliens. La paix va se faire quand ça sera l'intérêt israélien, c'est-à-dire qu'on va imposer à la société israélienne la paix. Et je le dis d'autant plus que je porte aussi la nationalité israélienne. Je suis né à Haïfa et je suis toujours un grand supporter de mouvements de boycott, des investissements, sanctions, parce que je pense que c'est à travers les boycotts, à travers les sanctions, à travers les désinvestissements qu'on va imposer la paix. Alors, on reste un peu dans les années 90, lors de l'assassinat de Isaac Shamir, tué par un messianique. Yitzhak Rabin, pardon, Shamir, c'est un autre cas de figure, c'était un Premier ministre, mais qui était beaucoup moins pour la paix, qui appartenait au Lévi, au groupement Lévi, qui ont assassiné le Folk Bernadotte, mais c'est une autre histoire. Alors, on disait à l'époque que le phénomène messianiste était minoritaire, mais on est vite contredit lorsque on voit le gouvernement Netanyahou. Est-ce que, selon vous, il y a un réel ancrage de ce messianisme, de ce radicalisme au sein de cette société sioniste? Où est-ce qu'elle s'est radicalisée, ou elle a toujours été radicalisée, ou c'était minoritaire et puis ça a augmenté en fonction des événements? Expliquez-nous un peu la sociologie de cette société.
Je pense que d'abord, il faut comprendre qu'il y a deux formes de messianisme. Il y a un messianisme qui est un messianisme historique, traditionnel du judaïsme lui-même, et qui n'est pas un messianisme, nationaliste, qui n'est pas un messianisme qui est lié au territoire, qui est un messianisme qui considère que les Juifs vivent dans un exil, et c'est Dieu qui décide la condition de Juif. Il faut espérer la venue messianique, mais il ne faut surtout pas pousser la venue messianique. Et il y a l'autre vision, qui n'est pas une vision juive, mais qui est une vision justement séculaire, laïcisée du judaïsme, une nationalisation du judaïsme qui voit l'accomplissement messianique à travers l'étatisme d'un côté et la militarisation du judaïsme. Le sionisme, il fait partie de ces messianismes-là. C'est une rupture avec le judaïsme historique et traditionnel, que quand les Juifs étaient en Maghreb, quand les Juifs étaient en Mashrek, quand les Juifs étaient même à Jérusalem, ils priaient toujours l'année prochaine à Jérusalem, même quand ils étaient à Jérusalem. C'est-à-dire qu'ils pensaient que le messianisme est une vision d'avenir, c'est quelque chose qui est un moment dans lequel le monde lui-même va s'améliorer. Le sionisme, qui est une rupture avec le messianisme, a créé une situation dans laquelle il voit l'accomplissement dans le nationalisme juif. Le sionisme d'abord était de gauche, sauf qu'il fallait qu'il arrive à gérer un paradoxe qui est d'un côté dire Dieu n'existe pas, et de l'autre côté, dire « il nous a promis la terre ». Eh bien, c'est pour ça que le sionisme de gauche a échoué, a failli. Et il a donné lieu, il a permis au messianisme apocalyptique, nationaliste, fascisant, à prendre le devant. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui dans un processus qui n'est pas un processus d'aujourd'hui, qui est un processus de 30 et 40 ans, qui est justement la main prise d'un messianisme apocalyptique dans lequel les mouvements aujourd'hui d'extrême droite européens et les mouvements évangélistes chrétiens soutiennent ce sionisme-là. C'est le sionisme religieux nationaliste qui partage, qui font aujourd'hui la coalition dans la société israélienne. Alors, on avait commencé notre émission en évoquant Hannah Arendt, qui avait travaillé sur les origines du totalitarisme, sur la banalisation du mal, même à travers son Eichmann à Jérusalem, où le mal vient est nourri par un système de propagande, d'une idéologie bien mise au point, d'une législation parfois, enfin bref, d'un ensemble de systèmes étatiques qui s'imposent sur des individus qui deviennent au fil du temps serviles, voire asservis. Est-ce que selon vous, sommes-nous dans ce cas de figure quand on voit un peu le système politique sioniste ? Eh bien, il faut se rappeler qu'Hannah Arendt, qui était une juive allemande, qui d'ailleurs était pas sioniste, était même anti-sioniste, elle était contre l'établissement d'un État juif en Palestine. Hannah Arendt voyait l'idée de totalitarisme qui est l'abolition de la politique, et à un moment, elle se pose la question, mais comment c'était possible qu'une société aussi civilisée, aussi avancée comme la société allemande a pu permettre les terribles génocides du XXe siècle, le génocide des Juifs, des Gitans, etc. Et ce qu'elle dit, c'était l'effondrement moral de la bonne société allemande. C'est-à-dire, Arendt ne voyait pas les dangers venant des extrêmes, elle voyait les dangers venant de centre, c'est-à-dire de ce qu'elle appelle la bonne société. Et elle dit, à partir de ces moments-là, dans une modernité, à travers la bureaucratie, les mal n'étaient pas banals, mais il y a eu un processus de banalisation de mal, c'est-à-dire une série d'actions qui ont permis un mal terrible. Eh bien, je pense que ce qu'on voit aujourd'hui au sein de la société israélienne, c'est l'effondrement moral de la bonne société israélienne, justement. C'est-à-dire qu'on voit qu'aujourd'hui, la société israélienne, j'y étais il y a quelques semaines pour visiter ma vieille mère, ma sœur, eh bien, on voit que la société israélienne vit dans un déni total.
que la société israélienne, dans sa majorité, a perdu l'empathie. L'empathie humaine. L'empathie, ce n'est pas l'empathie pour soi-même, c'est l'empathie pour les autres. Elle a beaucoup d'empathie pour elle-même, mais pas pour les autres. C'est-à-dire que justement, on voit qu'une jeunesse israélienne, celle qui aujourd'hui commet des crimes terrifiants dans la bande de Gaza, elle est dans un processus dans lequel elle ne voit même pas qu'elle est en train de commettre de crimes, elle le justifie complètement, c'est-à-dire que le mal qu'ils sont en train de faire est devenu à leurs propres yeux une banalité. Et c'est ça qui est terrifiant. Et c'est pour ça qu'il faut les arrêter. Parce qu'il faut savoir qu'une société qui commence ce processus, c'est un processus qui n'a pas de limite. C'est un processus qui n'a pas de limite dans une société qui est extrêmement dangereuse, dans une société dans laquelle l'idéologie sioniste, la mentalité qui dit que la sécurité n'est pas que par les armes, eh bien, c'est une société qui est vouée à devenir une société criminelle. Alors, au fond, Eyal Sivan, comment vous expliquez justement cette absence d'humanité quand on voit des enfants mourir palestiniens? Comment vous expliquez ce déni? C'est un déni qui ne date pas du 7 octobre, mais bien avant. Parlez-nous de ce déni, de cette absence d'empathie. L'autre est rejeté, hein. L'autre, bien entendu, on entend par les Palestiniens, bien sûr. Comment vous l'expliquez? Vous savez, dans les années 90, en 1990, j'ai fait un film qui essayait de répondre à cette question. À l'époque, c'était la première intifada. Et à l'époque, c'était le Premier ministre, celui-là qui était le ministre de la Défense, M. Yitzhak Rabin, justement, qui a donné un ordre à l'armée israélienne, de casser les bras et les jambes de la jeunesse palestinienne, qui à l'époque, c'était la première intifada, l'intifada de Pierre. Et les Israéliens ont obéi, la jeunesse israélienne a obéi. Et donc, on m'a posé la question que vous posez, mais comment ça se fait cette déshumanisation? Eh bien, puisque le système israélien d'éducation, le système dans lequel moi j'ai grandi est un système qui en réalité considère que nous sommes des victimes, que nous étions toujours des victimes, et donc nous sommes absolument innocents. C'est-à-dire que quand on est élevé dans l'idée qu'on est victime, héritier des victimes, et que la victimisation, l'auto-victimisation est un héritage, on pense qu'on est totalement innocent. Et donc, on n'arrive pas à y voir même la possibilité de commettre des crimes. Parce qu'on ne les considère pas des crimes, on considère ça comme d'autodéfense. C'est justement l'éducation victimaire israélienne, sioniste, de gauche comme de droite, qui était celle qui a permis à une façon d'un aveuglement face à nos propres crimes, aux crimes des Israéliens et à l'humanité de l'autre. Vous savez, la société israélienne est composée dans sa majorité de juifs originaires des pays arabo-musulmans, beaucoup de juifs originaires du Maghreb, y compris de l'Algérie, que eux, ils ont une autre histoire que les juifs européens avec les voisins. On vivait en Algérie, au Maroc, en Tunisie, dans l'Irak, l'Égypte, en bonne entente entre juifs et musulmans, ce qui n'était pas le cas en Europe. Sauf que dans le système d'éducation israélien, on apprend que la vie des juifs en Europe. Et donc, en effet, c'est une histoire de persécution. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas ni à l'Andalous, ni les moments dans lesquels juifs et arabes vivent ensemble, juifs et musulmans vivent ensemble, c'est-à-dire qu'on n'a pas des bases du passé pour penser l'avenir. Et c'est ça qui permet cette déshumanisation, c'est-à-dire l'image de l'arabe, c'est l'image d'un étranger absolu, alors que pour beaucoup de juifs, ils sont eux-mêmes des arabes, sauf des arabes juifs, pas des arabes musulmans. Hein? Ils sont beaucoup, et de l'autre côté, donc il y a un rejet de ça, et de l'autre côté, il y a ce que je dis, cette éducation à se considérer comme victime, et quand on se considère que comme des victimes, on se pense innocent. Eyal Sivan, merci pour vos explications. C'était très intéressant et très enrichissant. J'espère que vous viendrez bientôt nous rendre visite pour d'autres discussions. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Merci.
L'échiquier international arrive à sa fin. Tout de suite, le reste de l'actualité sur Al 24 News. En vous souhaitant une agréable soirée. Et cette fois, Sarah Aftalkom.